Bonsoir, всем добрый вечер. À toutes et à tous, comme j'ai l'habitude de dire. J'espère que vous passez une bonne soirée de lundi et que vous avez pu terminer vos affaires plus ou moins. Et donc, bonsoir Dacha. Et toi, tu as terminé tes belles affaires. Et donc, ce soir, on vous invite à parler, à évoquer un sujet qui nous paraît assez important. Et le grand honneur qu'on a ce soir, c'est d'inviter Monsieur Joseph Kindoudou. Bon appétit alors si vous mangez. Qui a gentiment consenti à évoquer ce thème et je pense que c'est la personne la mieux placée pour en parler. Donc, je vais inviter Monsieur Joseph à nous rejoindre dans quelques instants. Alors, attendez 2 secondes. Hop. J'ai vu déjà que Joseph est là. Moi, j'ose dire Joseph. Je sais pas d'où j'ai ce courage. Mais pourquoi j'arrive pas... Ça me dit qu'il est pas... Attendez. Voilà. Normalement. Ça ne peut pas ne pas marcher. Alors, quelques instants. Oh, merci. Vous êtes qui, vous? Bonsoir. Présentez-vous parce qu'on est très nombreux et du coup, on ne se connaît pas tous, mais ce serait un plaisir de se connaître. Alors, on attend que Joseph se connecte. Vous pouvez déjà vous exprimer au sujet indiqué. Donc, c'est la présence de la langue du pays colonisateur, de la langue du... Merci beaucoup, Daja, merci. Oui, la coiffure, c'est très, très récent. Donc, du coup, je me suis faite ça hier. Je me sens un peu bizarre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Cher Joseph, ça me dit que vous ne pouvez pas vous connecter. Alors, pourquoi? Je vais réessayer et donc aujourd'hui, j'avais du mal à sortir de la voiture. Quand je suis arrivée à l'université, je me suis dit: «Oh, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment ils vont me prendre tout ce changement?» mais bon, c'est pas la première fois que je fais et je trouve qu'on doit essayer, on doit rester différent en fait. Différent à chaque fois. Je sais pas. Il faut changer à mon avis. Donc, là, je vais réessayer de me connecter au profit de Joseph. Pourquoi j'y arrive pas? Oui, mais et moi je vous vois pas, cher Joseph, malheureusement. Regardez, normalement, je vous envoie une demande de participation qui doit apparaître. Oui, Dajinka, oulala. Oh, bientôt tu vas te faire hein, des coiffures. Oh, tu vas plutôt coiffer la petite hein, aussi. Et te coiffer toi aussi. Donc, je disais, là, Joseph, je vous ai renvoyé la demande de participation. Regardez, s'il vous plaît. Il faut qu'on dise, je sais pas, des mots magiques pour que vous puissiez vous connecter parce que je vais pas faire ça sans vous. C'est pas possible. Mais donc, je voulais vous vous rappeler que le sujet, c'est donc le français. Le français vu en tant que langue du pays colonisateur ou bien en tant que clé du savoir. Et en fait, on a pris le français comme exemple, mais il s'agit bien d'autres langues aussi, du russe, par exemple, de la présence du russe sur l'espace de la Fédération de Russie, ou bien ça peut être la langue espagnole en Amérique latine.
Voilà. Oh là là, là, je vois que vous m'envoyez une demande. Là, ça doit marcher, c'est sûr. Sûr et certain. Alors, un, 2, 3, chers amis. Oui! Oh là là, je suis contente. Ouf. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Ah, je suis trop contente de vous voir. Malheureusement, comme ça, là, en ligne et à distance, mais c'est un vrai plaisir. D'accord. Comment vous allez? Très bien. Là, vous êtes un peu. D'accord. Vous avez tourné l'écran, du coup. Voilà, voilà, là, c'est mieux. Comme ça, on vous voit de bien, bien droit. Comment vous allez, cher Joseph? Très bien. Très bien. J'espère que on vous a pas trop dérangé avec nos amusements sur Internet, mais voilà, le contexte est tel qu'on évoque certains thèmes et j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai voulu que vous participiez parce qu'à mon avis, c'est très précieux de vous entendre. C'est très important. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu ou bien on va procéder directement à la discussion sur le thème indiqué? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à votre disposition. Merci. Bon, ben, alors, je vais vous poser la question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose, vous présenter en quelque, je ne sais pas, de la façon que vous voyez la mieux. Oh là là là, je suis, je suis stressée, donc il faut que je me calme. Donc, d'une façon qui vous semble la meilleure de le faire dans ce contexte-là. Ben, comme vous l'avez évoqué, je réponds au nom de Joseph Kindundu, Oui. Joseph Kindundu Mukombo, et je suis diplomate à l'ambassade de la RDC à Moscou. Oui. Je suis également enseignant à l'université et par moment, je me permets de faire quelques lignes. Et donc, oui, je suis un amoureux de la langue française et à ce titre-là, je pense que ce débat me paraît tout à fait intéressant en ce moment où la francophonie est à l'actualité. Merci beaucoup. La meilleure présentation qui peut être faite. Merci beaucoup, Joseph. Je vais ajouter que je vous ai rencontré justement dans un contexte linguistique, on va dire, parce que vous avez vu le texte, vous l'avez bon, corrigé et lu avant que je le présente lors des manifestations qui étaient organisées à l'Université Rudn Mhm. pour commémorer Patrice Lumumba. Et donc, je me souviens, je crois que je ne vais jamais oublier ça, quand vous êtes venu me voir, me dire c'est vous, Tatiana, et vous m'avez dit que vous avez aimé le discours que j'avais écrit. Et c'était vraiment un moment qui m'a vraiment marqué et que je prends comme une sorte de bénédiction. Parce que j'adore votre façon de vous exprimer Mhm. en français. Mais vous parlez combien de langues en fait, à part le français? Pas beaucoup. Il y a le français, Oui, un tout petit peu d'anglais, oui, le lingala, oui, le kikongo, un tout petit peu de swahili oui. et trois mots de russe. Non, mais beaucoup plus, je le sais très bien. Oh Enfin, là là, j'apprends, hein. mais vous vous rendez compte que c'est beaucoup quand même, tout ce que vous énumérez. Mais un russe ne parle jamais autant de langues que vous parlez, vous. C'est très rare. C'est combien? C'est 5 langues, je crois. Voilà, il y a Dasha qui est là, d'ailleurs. Hein. Daria, voilà, que vous connaissez très bien. Et donc, mais pourquoi vous avez commencé à apprendre le russe? Quand est-ce que vous avez commencé à l'apprendre? Dès le début, quand vous êtes venu en Russie? Bon, je pense que il y a un grand avantage à apprendre le russe parce que
La langue russe est porteuse d'un grand patrimoine culturel, une grande histoire séculaire, que donc la langue permet de mieux comprendre. Ensuite, je vis avec les Russes et donc pour moi c'est un avantage de pouvoir m'exprimer dans la langue des personnes que j'aime. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi d'apprendre le russe et j'ai donc un professeur qui est très bien. Et petit à petit, il y a les rudiments qui commencent à s'inscrire dans la mémoire. C'est vrai que je suis assez paresseux, ça il faut le reconnaître avec tout ce Non. qu'on a comme occupation. Ah oui, voilà, vous êtes Et très occupé, hein, je pense. mais sinon, je fais un effort et je suis très reconnaissant envers mon professeur de russe. Et ben, j'espère que dans un bref avenir, je pourrai dialoguer dans la langue de Pushkin. De Pushkin. Oh là là, c'est beau ce que vous dites. Bon, en tout cas, Daria, elle m'a beaucoup parlé de vous et du fait qu'elle adore faire les cours avec vous. Et je suis contente et je vous remercie d'avoir eu cet intérêt pour la langue russe. Mais bon, aujourd'hui, on a choisi le français comme langue, comme exemple. C'est ce que je disais tout à l'heure en vous attendant. Dites-moi, s'il vous plaît, alors, le français, comment cette langue est venue dans votre vie? Le français est venu tout naturellement Oui, parce que à l'époque où je suis né, d'abord, c'était la langue officielle et ce l'est toujours du pays d'où je viens. Et c'est la langue de l'enseignement également. oui, Dès la maternelle, vous avez le français. Mais en ce qui concerne mon cas particulier, mes premières années, mes toutes premières années, je les ai passées en Belgique. Dans mes 6 premières années, oui, je les ai passées en Belgique parce que mon père était diplomate. oui. Donc déjà, en plus du fait que j'étais originaire d'un pays francophone, je vivais également dans un pays francophone qui est la Belgique. Oui. Voilà comment j'ai appris à parler français. Donc d'abord à la maison, puis à l'école et dans les rouages de l'administration, c'est le français qui est utilisé comme langue de travail. Mm. D'accord. Donc, mais vous avez passé combien d'années de votre vie en Belgique au début? 6 ans. 6 ans, d'accord. Et Six, donc, six. 6, oui. Et après, vous êtes revenu à Kinshasa. C'est Kinshasa qui est votre ville natale? Je suis né en province. Oui. Donc je suis né en province. Mais c'est, enfin, en fait, c'est une anecdote. À l'époque, euh, mon père, je vous l'ai dit, était diplomate. Oui. Mais il y avait une pratique chez nos compatriotes de l'époque où la femme allait en congé chez les parents. D'accord. Allait, au bout de quelques années passées à l'extérieur, Oui. il y a toujours une période où la femme allait en congé chez les parents. Donc, établie en Belgique, euh, ma mère est allée en congé chez ses parents et Mhm. c'est là que je suis allé naître. Donc, D'accord. le congé étant terminé, on est reparti et donc la vie a continué. Oui. Donc, je ne suis pas né en D'accord, Belgique, je vois. Oui, oui, oui. mais Mais vous avez quand même, donc c'est la province que vous considérez comme, je sais pas, ou c'est plutôt la Belgique que vous considérez comme pays natal. C'est quand ah, même pas la c'est la Belgique. province, c'est la province, Oui, bien c'est sûr. chez moi, oui, bien Oui. sûr. Et donc avec, pourquoi je demande ça? Parce que c'était comment l'histoire avec le Lingala, le Swahili, vous les avez appris au fur et à mesure, étant au pays? Alors, quand on est rentré de Belgique, Oui, mes parents m'ont inscrit au collège Albert Ier.
Oui, qui est un des établissements d'enseignement à Kinshasa. Et donc, c'est déjà là que, au contact de mes condisciples, au contact de mes collègues, le Lingala a commencé à prendre corps. oui. Et puis, comme j'étais assez turbulent, j'ai été envoyé à l'internat. Ah, J'ai été envoyé à l'internat dans le Bandundu, à oui, Kinzambi, qui était à l'époque un internat de grande réputation. oui, Et me trouvant donc dans cet internat, dans la province où on parle le oui. Kikongo également est arrivé dans ma mémoire. D'accord. Comment c'était par juste parce que vous avez parlé, n'est-ce pas, avec les enfants et bon, tous ceux qui vous entouraient? C'était le milieu ambiant, donc Oui, forcément il fallait communiquer, apprendre à communiquer dans la langue du milieu. oui. D'accord. Donc, c'était pas les livres, ce n'était pas, je sais pas, à l'école pendant. Non, non. C'était À juste l'enfant l'école, dans la rue. Bon, dans la rue. c'est l'anglais. C'est Ah, l'anglais c'était qu'on a l'anglais. appris à l'école Ah oui. parce qu'il y avait un cours d'anglais. D'accord. Mais les autres langues, c'est à la maison, chez les collègues, dans le milieu environnement. Alors, le Swahili, j'ai été à l'université de Lubumbashi. Oui. J'y ai passé 5 ans et l'université de Lubumbashi se trouve dans une zone swahilophone. D'accord. Donc, forcément, me trouvant là pendant autant d'années, il était normal que je puisse communiquer avec mon environnement. D'accord. Mais quand vous dites ça, c'est tellement facile pour vous de changer d'une langue à une autre. C'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à faire, nous, les Russes. On n'arrête pas d'étudier les langues depuis l'école. Il y a des familles qui enseignent, je ne sais pas, bon, l'anglais ou d'autres langues à partir de la naissance ou qui essaient de parler une autre langue que le russe à leurs enfants. Mais ça vient jamais aussi naturellement. Alors, expliquez-moi, c'est quoi le mystère? Alors, pourquoi vous y arrivez si facilement? Vous, personnellement, et je crois que ça caractérise tout ressortissant des pays où il y a beaucoup d'ethnies représentées, où il y a beaucoup de dialectes. D'ailleurs, les dernières tendances, c'est de ne pas dire dialecte, mais de dire langue, même si c'est une langue qui est parlée par une minorité. Voilà. Donc, à votre avis, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui vous motive? Je ne sais pas, c'est quoi la différence d'ambiance peut-être en Afrique et en Russie? Et bon, je ne sais pas, on peut aussi prendre l'Europe. À votre avis, est-ce qu'il y a des différences que vous pouvez voir? Moi, je crois que c'est le besoin de communiquer. Oui, Chaque fois que je me trouve, enfin, je ne suis pas le seul dans ce cas d'ailleurs, c'est normal. Lorsque je me trouve dans un environnement particulier, oui, le besoin de communiquer apparaît. oui, Si les personnes qui sont autour de moi peuvent communiquer dans une langue que je connais, le oui, français, on commence à s'exprimer en français. À supposer que ceux qui sont autour de moi ont une autre langue, alors ce besoin de communiquer m'incite à m'approcher de l'autre, à connaître son dialecte ou sa langue, parce que vous supprimez le mot dialecte, à connaître sa langue, à l'apprécier, parce qu'il faut aimer les gens, à l'apprécier et ainsi ouvrir une porte de dialogue pour échanger les émotions, pour échanger les idées, pour les écouter surtout, entendre et comprendre dans l'environnement dans lequel on vit. oui, oui. Donc, on peut considérer le besoin de communication comme le motif principal qui incite à apprendre une langue. D'accord. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous. Donc,
Pour ainsi dire, en Russie, ce contexte n'est pas créé. Donc, on n'a pas le besoin de communiquer en langue étrangère parce qu'il n'y a pas, il y a que le russe qui est langue nationale. Et du coup, Mhm. c'est ça qui nous empêche de se l'approprier la langue qu'on étudie, que ce soit l'anglais ou le français, ou l'allemand ou l'italien, parce que bon, il y a une grande variété de langues qu'on apprend, le chinois aussi y compris, qui est très très populaire. Et dites-moi, alors, est-ce que en Belgique, donc quand vous y étiez, quand vous y êtes revenu après, euh, quelle est la situation avec les langues minoritaires, on va dire ça comme ça, telles que le lingala, le swahili? Est-ce que ces langues arrivent à survivre sur les territoires européens? Bah, par exemple, en Belgique. Bon, euh, à l'époque où moi j'y étais, ceux qui allaient en Belgique, c'était une toute petite minorité de privilégiés, hein. Oui, 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 Nous sommes donc dans les années 60. Le pays vient d'accéder à l'indépendance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font le voyage de l'Europe. C'est une toute petite minorité composée essentiellement de ce qu'on pouvait appeler les évolués. d'accord. Donc, ces gens s'exprimaient en français. Mais avec le temps, la communauté congolaise de la diaspora s'est agrandie considérablement Oui, et a amené avec elle, dans cette communauté, les langues parlées localement. Donc, les d'accord. gens qui se connaissent, qui se retrouvent en Europe, peuvent continuer à parler le lingala. Oui, Et le nombre de personnes s'exprimant dans le lingala augmentant, vous avez, quand vous regardez beaucoup de vidéos qui nous viennent de la diaspora, oui, vous voyez que beaucoup de gens s'expriment en lingala. oui, oui, Et c'est la langue qu'ils utilisent là parce qu'ils vivent en communauté. oui, Dans la diaspora, il faut distinguer ceux qui, quand ils sont dans la diaspora, s'intègrent dans la société nouvelle où ils s'installent et ils prennent des habitudes. Mais il y a une diaspora qui est communautaire, c'est-à-dire que vous arrivez dans un pays, tout de suite vous recherchez vos concitoyens, oui, hein, un peu comme les Chinois, un peu comme il y a toujours les Chinatown. oui, En Belgique, il y a par exemple le Matongé. Donc vous oui, avez comme ça des quartiers entiers oui, où les diasporas se sont installés. oui, 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 Généralement, dans ces communautés là-bas, les gens s'expriment dans la langue d'origine, oui. mais utilisent par exemple le français pour les questions administratives. Mm, mm. Et puis vous avez une autre diaspora qui, elle, s'intègre dans la nouvelle société Oui, en parlant la langue du pays hôte. Donc, vous avez, ce n'est pas quelque chose de général. Il y a différentes formes d'utilisation de la langue pour ceux qui sont installés à l'extérieur de leur pays. oui, bien sûr. D'accord. Donc, bon, beaucoup de fois déjà, on avait posé cette question. Par exemple, étant en Russie, vous personnellement et bon, les autres ressortissants des pays où il y a plusieurs langues parlées, dans quelle situation, parce que comment vous choisissez en quelle langue vous allez parler? Par exemple, vous vous retrouvez parmi les Congolais, on va dire, ou bien parmi les ressortissants des pays africains francophones. Comment vous faites pour choisir la langue de communication? Ça dépend du sujet. Par exemple, si vous parlez politique ou des trucs administratifs, vous parlez français. Quand vous commencez à parler de la famille ou évoquer des sujets philosophiques, par exemple, vous allez parler en quelle langue? Euh, la première chose que l'on fait lorsqu'on rencontre quelqu'un, Oui, c'est de s'informer sur ses origines, d'où il oui, vient. oui, bien sûr.
Alors, selon qu'il vient d'un pays francophone ou anglophone, le dialogue se déroule dans la langue qui réunit les deux personnes. Oui, Donc, c'est d'abord ce premier pas qui est fait. Quant au sujet, les sujets dépendent de l'interlocuteur qui est en face de vous. oui, Si c'est un érudit, un universitaire qui a un bagage intellectuel en bon état, oui, eh bien, avec lui, vous abordez des questions plutôt de valeur universelle. La oui, philosophie, la religion, toutes sortes de problèmes. oui, Si l'interlocuteur est beaucoup moins érudit, si c'est quelqu'un de simple, par exemple, un travailleur avec lequel vous voulez communiquer, oui. ben vous allez vous exprimer dans les termes et la langue qu'il comprend. D'accord. Donc, il est toujours beaucoup plus aisé de se mettre au niveau de votre interlocuteur pour communiquer, de Oui, manière à ce que il soit bien, il soit à l'aise dans la conversation que vous entamez avec lui. d'accord. Donc, vous faites ça en fonction de la situation. Vous choisissez à deux, Exactement. on va dire. À deux ou à trois, ça dépend combien de personnes participent. D'accord. Mais une autre question que j'ai, alors, on dit que quand la personne commence à apprendre une langue, il y a une sorte de personnalité linguistique qui se forme. Parce que justement, il y a un nouveau système qui vous intègre, donc le système d'une autre langue, parce qu'une langue est porteur des valeurs, du patrimoine, je ne sais pas, des images, des notions différentes. Voilà, ça dépend de la langue à chaque fois. Est-ce que vous croyez que ça existe, ce phénomène d'une autre personnalité linguistique et que, par exemple, si vous parlez 6 langues, il y a 6 personnalités qui coexistent à l'intérieur de vous? Euh, je dirais plutôt que la langue est un véhicule. D'accord. La langue est un véhicule de la culture. Oui. Les auteurs, les écrivains, les journalistes, les enseignants, tous s'expriment à travers une langue. Et puis vous avez les auteurs, ceux qui écrivent des bouquins. Oui. Alors, tous ces éléments linguistiques véhiculent un patrimoine culturel d'origine. Oui. C'est comme ça que nous qui sommes, moi qui suis congolais, j'ai eu Baudelaire, j'ai eu Guy de Maupassant, j'ai eu Antoine de Saint-Exupéry, j'ai eu euh, Molière, j'ai eu euh, autant d'auteurs qui ont été, si vous voulez, les, les véhicules de la langue française. Parce qu'à l'école, nous étudions la langue française à travers les textes d'auteurs. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que les auteurs français. Il y a les auteurs africains comme Léopold Sédar Senghor, Mongo Oui. Betty, Pius Ngandou, Alexandre Bide, ça c'est Mongo Betty. Vous avez Aimé Césaire, Oui. Kamaralai. Vous avez des grands auteurs qui ont un discours délicieux à écouter. Oui, bien Et sûr. donc, à la lecture de chacun de ces auteurs, vous prenez un peu de leur personnalité. Bien sûr. Et c'est ça qui fait qu'un homme devient cultivé. Oui. Qu'est-ce qu'un homme cultivé? C'est celui qui, à travers l'expérience, à travers la lecture, à travers les voyages, a acquis un certain nombre de valeurs qu'il a pris des autres. Il a acquis une compréhension beaucoup plus évoluée de la société dans laquelle ce monde évolue. Il peut comprendre l'autre dans sa différence
et considérer cela comme un enrichissement. Oui, Donc, la langue est un vecteur important et c'est pour cela que beaucoup de pays se battent pour imposer leur langue. Parce qu'à travers la langue, ils véhiculent aussi leurs valeurs, voilà, leur façon de voir la société. oui, Donc, c'est à la fois un véhicule d'expression, mais c'est à la fois un vecteur d'idéologie aussi. oui, Les gens qui font des discours, c'est la langue qu'ils utilisent. Les voilà. mots, les termes qui sont utilisés Mm. sont autant de moyens, d'instruments pour communiquer euh, agressivement, pacifiquement, amoureusement, dans tous les moyens de communication possibles. Oui. Mais pourquoi les auteurs que vous avez cités ont-ils choisi le français pour s'exprimer? Pourquoi ce n'était pas parce que ils parlaient aussi beaucoup d'autres langues, n'est-ce pas? Langue locale. Pourquoi Oui. les avaient-ils pas choisis pour écrire leurs livres, leurs textes en ces langues-là? Principalement parce qu'ils ont aimé le français. Ah, Ils ont aimé le français dans ses nuances. Ils ont aimé le français dans sa sensibilité. Ils ont aimé le français dans la richesse de ses expressions. Ils ont aimé le français dans la beauté de son discours. Et surtout, ils ont aimé le français dans le foisonnement des auteurs qui l'ont écrit. Ils ont considéré le français comme une épouse qu'ils ont choisie et qu'ils ont choisi d'aimer ah, essentiellement. c'est beau ce que vous dites là. Alors, comme une épouse, c'est Oui. intéressant ça. Et donc, c'est comme par exemple Tolstoï qui écrivait un petit peu en français aussi, un petit peu beaucoup même. Bon, il y a eu d'autres auteurs, mais je dirais que les auteurs russes, pas tous quand même, ont utilisé le français pour s'exprimer justement. Donc, apparemment, cette langue est perçue différemment par les représentants des cultures et des ethnies différentes, n'est-ce pas? Mais Mhm. on a quand même quelque part des perceptions qui se ressemblent parfois. Parce que pour nous, bon, pour les Russes, le français, ça a toujours été une langue, comme vous avez dit, très sensuelle, très nuancée, qui arrive à transmettre certaines choses autant qu'une autre langue ne pourrait pas le faire. Mais quand même, cette question reste ouverte pour moi, vous voyez, parce que par exemple, il y a un auteur d'origine rwandaise et burundaise aussi, c'est Gaël Faye, Mhm. qui a écrit son livre qui a eu le prix des lycéens en France pour son livre Petit pays. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Moi, je l'ai lu, j'ai adoré, je l'ai lu en français, je l'ai aussi en russe. Et donc, lui, étant d'origine africaine, ressortissant des deux pays en même temps, euh, il a voulu que son livre soit publié en langue locale. Et il a ouvert une maison d'édition, je crois qu'il l'a fait au Burundi, et il a fait publier son livre en langue, là je ne saurais plus, c'est quoi la langue qui est parlée au Burundi? Une des langues locales, je... Oui. Excusez-moi, en fait, je parlais trop et ça a bugué un petit peu. Alors, à votre D'accord. avis, pourquoi est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour les auteurs africains d'écrire en langue, en dialecte? Parce que je suis sûre que ces langues, bon, déjà pour le lingala, je peux dire que c'est une langue très très musicale qui me plaît beaucoup. Je connais pas, je le connais pas, je le parle pas, mais j'ai entendu des mots et des expressions qui me paraissent vraiment très imagées par rapport à la langue française ou à la langue russe ou à l'anglais.
Donc, je trouve que ce sont des langues qui méritent beaucoup d'attention et qui méritent leur place aussi dans l'écriture, parce qu'elles sont surtout employées à l'oral, mais je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir des livres, des manuels, par exemple. Est-ce qu'il y a des manuels de Lingala, par exemple? Alors, en ce qui concerne mon pays, Oui, en plus du français, il y a 4 langues officielles. oui, Il y a le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba. oui, Et donc, dans les médias officiels et même dans la plupart des médias privés, les émissions sont faites dans ces 5 langues. oui, La nécessité de s'exprimer dans le dialecte local répond au besoin de mieux et de bien se faire comprendre par les cibles qui sont visées. oui, C'est-à-dire, lorsqu'on voudrait que le message arrive convenablement au destinataire, du fait de la diversité dans laquelle nous vivons, il est important de parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent le mieux. oui, En RDC, nous avons 572 tribus, ethnies, parce que la RDC elle-même a été construite sur les dépouilles d'anciens royaumes, d'anciennes chefferies, d'anciens empires, oui, artificiellement par le colonisateur. oui, Et cette mosaïque de tribus et d'ethnies euh, a trouvé, selon la zone à laquelle on appartient, un véhicule pour communiquer. oui, Donc vous avez une zone swahilophone, vous avez une zone le Chiluba, vous avez une autre zone où c'est le Kikongo et puis une autre zone c'est le Lingala. oui, Pour que le pays, l'État s'exprime et communique avec sa population, elle utilise donc ces 5 langues qui sont considérées comme des langues nationales. oui, Maintenant, en ce qui concerne les auteurs, c'est vrai que il y a des expressions, il y a des sentiments euh, qui sont mieux exprimés par l'auteur dans sa langue maternelle. oui, évidemment. Pour bien faire ressortir ce qu'il veut exprimer comme émotion, il l'exprime dans sa langue. Oui, Et, et ces gens-là écrivent dans la langue qui leur plaît, dans la langue qui leur permet de mieux s'exprimer. Mais il y a un autre niveau, il y a celui de, si vous voulez, de ces pays qui voudraient un peu s'affranchir du passé colonial, oui, 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 qui voudraient un peu diminuer l'impact de l'influence extérieure dans leur oui, pays et ceux-là, parfois, peuvent décider d'abandonner la langue du colonisateur pour épouser ou la langue locale ou une autre langue, exprimant ainsi leur indépendance et leur volonté de rompre avec ce qu'ils considèrent comme les instruments de la colonisation. Donc, ce n'est jamais quelque chose d'uniforme. C'est oui, toujours en fonction du pays, des personnes, du contexte, des auteurs qu'il faut regarder cette situation-là. d'accord. Mais vous pensez pas que ce serait dommage de ne plus voir la langue comme un véhicule où je sais pas, moi j'avais mis la clé du savoir, mais quelque chose qui te permet d'accéder à des livres, hein, je sais pas, à des écrits, des gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Bon, ça concerne pas uniquement le français, ça concerne l'anglais, le chinois, je sais pas, toute autre langue, le grec ou je sais pas, le latin.
l'allemand aussi, parce qu'il y a eu des philosophes allemands qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Donc, moi, par exemple, j'en prendrais bien l'allemand seulement pour être capable de lire les livres en original. Et donc là, si on abandonne, si on voit la langue comme comme un reste du pays, de l'époque de la colonisation, euh, c'est pas peut-être la meilleure façon de la percevoir, cette langue. Et qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette situation? Comment on peut aider aux gens de garder leur connaissance de la langue étrangère et peut-être l'utiliser après, pourquoi pas, dans le travail, je ne sais pas, dans la lecture, au loisir, ça dépend. Mais en même temps, ne plus avoir ne plus sentir que tu as quelque chose qui te dérange à l'intérieur de toi, quelque chose qui reste de l'époque coloniale. Bon, en parlant de la langue, je vais éliminer le facteur colonial. D'accord. La nécessité de gouverner un État, d'organiser une société, implique que le pouvoir organisateur communique avec ses concitoyens. Oui. Comme il ne peut pas communiquer avec chacun dans sa langue maternelle, on choisit la langue officielle qui est la langue de l'administration. Oui. C'est cette langue qui permet à l'État de communiquer avec ses citoyens, de pouvoir poser les actes administratifs et juridiques. Oui. Donc, ici, il y a une nécessité administrative et une nécessité objective de pouvoir avoir un véhicule unique qui rassemble l'ensemble de la communauté. Oui. Et bon, il y a quand à même... ce moment-là, je fais la distinction entre ce besoin de communiquer, d'administrer un pays en utilisant ce véhicule qui est le langage dans une langue officielle qui réunit l'ensemble de la communauté. Je fais la distinction entre ça et la nécessité d'acquérir un savoir. L'acquisition d'un savoir ou d'un savoir-faire, elle peut se faire dans n'importe quelle langue. Oui. Pour le pêcheur qui amène son fils dans la barque ou dans la pirogue pour lui apprendre à pêcher, il lui permet d'acquérir un savoir, mais il s'exprime dans la langue locale. Oui. Et l'apprenant devient un maître pêcheur. Celui-là, pour manger, pour boire, il n'a pas eu besoin d'apprendre le français. Oui. Il a acquis un savoir. Alors, lorsqu'on veut acquérir un savoir d'un autre pays qui a été écrit dans une autre langue, c'est à ce moment-là que la nécessité d'apprendre la langue apparaît pour connaître le fond, ce qui est dans le savoir qui est dans cette langue-là, dans ce livre-là. Comme vous dites qu'un tel a écrit en allemand comment fabriquer, allez, disons, une bombe atomique. Oui. S'il n'y a pas un autre ouvrage en français ou dans la langue que je connais, mais il n'y a qu'en allemand, ou bien je vais chercher un traducteur, ou bien je vais moi-même chercher à apprendre la langue. C'est comme ces gens qui ont déchiffré les hiéroglyphes en Égypte. Oui, oui, oui. Donc, ils ont fait des études pour nous aider à comprendre ce que les anciens Égyptiens ont voulu nous transmettre comme message pour les générations futures. Donc voilà un peu, ce n'est jamais quelque chose de général. En fait, tout ce qui est science sociale n'est jamais général. C'est toujours lié à un environnement particulier,
à la motivation qui vous anime, aux besoins ou à la nécessité du moment, etc., etc. Mm. Donc, ici, j'élimine donc, comme vous avez pu le constater, le facteur colonial pour ne retenir que la nécessité objective de communiquer ou d'acquérir un savoir. Ces deux éléments, communiquer et acquérir un savoir, peuvent justifier que l'on choisisse une langue ou une autre pour son utilisation. Oui. Merci beaucoup, Joseph. J'aime beaucoup ce que vous dites et bon, déjà, c'est un grand plaisir de vous écouter. Mais comment, bon, vous avez beaucoup lu et vous écrivez vous-même des ouvrages, mais votre français, il est vraiment à un niveau inaccessible, je crois, pour la plupart de ceux qui apprennent. Et bon, même quand je parle avec des ressortissants des pays où le français avait été appris dès la naissance, il y a très peu qui arrivent à ce niveau-là d'expression en français. Vraiment, encore une fois, j'admire votre qualité de votre capacité de vous exprimer en français de cette façon. Dites-moi, et avec le russe, en fait, question peut-être, je ne sais pas si vous voulez y répondre, mais avec le russe, est-ce que vous avez une barrière de la langue? Ou la barrière de la langue, ça n'existe pas pour vous, vu que vous êtes habitué à changer le code. Vous changez facilement quand même du lingala vers le swahili et le français et l'anglais et ainsi de suite. Avec le russe, ça se passe comment? Il faut dire qu'avec le russe est une langue très complexe. Oh non, dites pas ça quand même, pas plus que le français. Le russe, j'ai coutume de dire que si un non-russe arrive à apprendre le russe, Oui. à dialoguer en russe, à s'exprimer en russe, ce monsieur-là ou cette femme-là est intelligent. Ah, non mais Donc, bon, rien que ça, même si en français il ne parle pas bien, mais s'il arrive à parler le russe convenablement, à s'exprimer, à dialoguer, cette personne-là est très intelligente parce que pour celui qui n'a pas vécu, qui n'est pas né en Russie, qui n'a pas vécu dans un milieu russe, l'apprentissage du russe, c'est un exercice assez ardu. oui, c'est vrai. C'est un exercice assez ardu parce que c'est un contexte social différent. Oui. C'est un contexte social différent avec une intonation différente. Par exemple, ici, on dira facilement à une jeune fille, Djeveshka. Ah oui, Ouais, c'est rude. Pour Девушка. nous, francophones, nous considérons que c'est rude Oui, d'accord. de nous exprimer ainsi. Oui. J'utiliserai une expression beaucoup plus douce, mademoiselle, Ah oui, ben bien sûr. madame Oui, ou oui. maman. Comme chez nous, on utilise maman à tous les âges. Même la plus petite fille, maman. Bonjour maman. Oui, Ah oui. donc, il y a Sérieux? comme ça. Je savais Pardon? pas ça. Ah Je oui, chez nous, savais pas. toutes les femmes, on dit maman. Maman. Même si elle est moins âgée, comment maman, vous allez bien? Oui, Donc, c'est une façon d'adoucir le oui, langage pour créer une ambiance beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus affective, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus joyeuse. oui, Tandis que, ça c'est mon constat, hein, et il est oui, tout à fait personnel, il y a une sorte de dureté dans les dans les expressions russes. Bon, mais ça, ce n'est qu'une partie du problème. d'accord. Comme toutes les langues, il faut s'y mettre. Il Ah oui, faut pratiquer. C'est pour ça que parfois on cherche à être en présentiel, c'est-à-dire en immersion dans oui. l'environnement. J'aimerais être dans un endroit où il y a personne qui parle français. Ah, ça vous arrive pas?
pendant au moins 2 mois, je voudrais être Ah, quelque part où il n'y a que des gens qui me parlent en russe. oui, Ça m'oblige à m'efforcer à comprendre. oui, Les premiers temps seront certainement assez difficiles, mais avec les efforts, avec l'endurance, ça peut commencer à devenir quelque chose de assez compréhensible. oui, Pourquoi? Parce qu'il y a oui, dans l'expression, quand je m'exprime, je transmets également les émotions. oui, Je transmets également les idées et les émotions. oui, C'est pour cela qu'il y a des gens qui peuvent communiquer même sans ouvrir la bouche. oui, Donc, il y a une certaine gestuelle qui accompagne oui, le langage. Tous ces éléments sont pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue. oui, Donc, encore une fois, c'est toujours au cas par cas. Il y a des gens qui, heureusement, ont une capacité plutôt rapide d'apprentissage. Il suffit qu'il est dans le milieu, pardon, il écoute et il apprend. oui. Malheureusement, peut-être avec le temps qui a beaucoup passé, donc l'apprentissage devient de plus en plus difficile, Non, mais simplement. arrêtez, moi j'y crois pas, moi. Non, 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 moi je soutiens pas cette idée. J'ai vu des gens qui sont beaucoup plus capables de t'écouter et de t'entendre en apprenant une langue. Et cette capacité leur vient avec l'âge. Moi, Oui. oui, par rapport à mes étudiants, j'ai des élèves qui sont beaucoup plus âgés, mais en fait, leur expérience de vie est tellement riche et ils deviennent aussi ouverts que l'apprentissage d'une langue, ils comprennent les choses que les étudiants ne percutent vraiment pas. Voilà. Oui, avec l'expérience, avec les voyages, Oui. avec la lecture, avec, si vous voulez, tout ce que l'on a pu traverser dans la vie, Oui. vous pouvez lire dans la pensée de votre interlocuteur, Voilà. même si vous ne comprenez pas la langue. Oui, bah c'est ça, absolument. Absolument. Voilà, ça Oui. c'est sûr. Ça aide beaucoup. Mais alors, écoutez, donc, vous voulez dire que ici, étant à Moscou, vous n'arrivez pas à lire dans la pensée des Russes la plupart du temps. Donc, il vous faut vous Ah si, retrouver. Si, si, quand même. si, D'accord. si. Mais vous souhaitez quand même vous retrouver avec des Russes uniquement. Et ça va vous aider à quoi en fait? Parce que je pense que vous êtes capable de vous adapter, on va dire, au contexte où vous vous trouvez, aux gens, à l'ambiance et à la langue aussi. Donc, Bien mais il y a sûr. quelque chose qui vous manque quand même. Non, je crois que euh, l'adaptation est une question de caractère et de personnalité. D'abord. Absolument d'accord avec vous. Oui. Donc, il faut d'abord être quelqu'un qui s'adapte. Oui. Ensuite, avec cette adaptation, les autres apprentissages arrivent. Oui. Que ce soit dans un milieu, en tout cas en ce qui me concerne, que ce soit dans un milieu des indigènes, dans un milieu russe, dans un milieu américain ou dans un milieu, hein, selon la civilisation de ce milieu, l'adaptation est plus ou moins facile. Ensuite, il faut que les gens qui sont autour de vous acceptent de vous intégrer. Il est Oui. possible également que vous rencontriez de la résistance, c'est-à-dire des gens, vous sentez dans leurs expressions qu'ils ne vous acceptent pas. À ce moment-là, il y a aussi une attitude qui émerge du fait de cette hostilité que vous constatez autour de vous. Et puis, il y a des environnements où vous sentez que vraiment les gens vous accueillent. Là aussi, il y a une attitude qui émerge
du fait de cette ambiance accueillante dans laquelle vous êtes pétri. Donc, ça dépend toujours d'un contexte à un autre. Euh, Malheureusement, euh, ce n'est pas toujours facile, l'intégration. Oui, Surtout pour des civilisations qui ont été surtout, je veux dire, qui n'ont pas connu beaucoup de personnalités étrangères. Hein? oui, Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, qui ne sont jamais sortis de leur milieu. Ces gens sont beaucoup plus difficiles à accepter un étranger que pour celui qui est parti, qui a fait des voyages et tout ça. Donc tout ça joue un peu dans le système d'adaptation oui. et surtout dans les systèmes d'apprentissage. Hmm. Mais vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que Ouais. selon ma propre expérience quand j'étais en France, par exemple, il y a des années, j'étais en troisième année d'études universitaires et en fait, j'étais très, très bien accueillie par les gens avec qui j'étais. C'était une famille, j'avais un copain français et sa famille m'accueillait vraiment très bien, mais j'arrivais pas à me retrouver dans ce milieu parce que justement, j'avais très peu de confiance en moi et en ma connaissance du français. Ils parlaient beaucoup, quand ils parlaient, c'était le sud de la France, c'était Grenoble, et ils employaient beaucoup d'argot, de mots argotiques, d'expressions, et moi, étant en troisième année d'études à l'université, j'avais pas entendu tout ça. Et en plus, c'était des gens avec qui j'avais pas vraiment beaucoup de choses en commun, même si eux, ils étaient prêts à m'accepter. Ils m'acceptaient très bien. Ils m'aimaient bien, vous voyez, mais moi, j'arrivais pas à me retrouver. Et donc, j'avais une barrière de la langue, c'était assez fort. Et cette barrière de la langue, j'ai pu la surpasser seulement étant en Russie. Quand, je ne sais pas, c'est venu avec l'expérience que j'ai eue avec la communauté Kona, Posidelki, où on parle, on se réunit en Russie, étant francophone, russophone, et donc il y a les deux langues qui circulent, et ça aide beaucoup en fait. Je ne sais pas, on arrive à créer une ambiance favorable qui nous aide, qui nous motive à nous exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte que la barrière de la langue, je l'ai surpassée ici en Russie. Je ne sais pas, je trouve que... Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, parce que je me sens plus sûre de moi ici, dans mon pays, qu'en France. Bon, moi, je ne sais pas, je fais ce constat, mais bon, maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les Français et bon, on n'y va pas très souvent en France ces derniers temps, mais je m'y suis quand même retrouvée après, je me sentais beaucoup plus à l'aise, mais je veux dire que c'est un sentiment qu'on a au fond de nous. Et en fait, ça dépend de nous, ça dépend pas, bon, aussi l'ambiance dans laquelle on se retrouve, bien sûr, la société, les gens avec qui on a envie ou on n'a pas envie de communiquer, mais euh, notre confiance en soi prime sur tous les autres facteurs. C'est Voilà. vrai. Je pense que il y a un travail à faire sur soi d'abord pour se connaître. Oui. Et quand on se connaît beaucoup mieux, on est beaucoup plus indulgent sur soi-même. On se fait beaucoup plus confiance. Oui. En ce qui me concerne, il arrive que je sois content de ne pas entendre ce qu'on dit. Ça Oui. fait moins de, ça fait moins de données dans ma tête. Oui. Parce que, vous voyez, quand vous êtes quelque part et que les gens parlent, même si on ne s'adresse pas à vous, mais ce Oui. qui est dit là-bas entre occupe votre esprit. Oui. 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 Et pour moi qui suis par nature un solitaire, disons comme ça, Oui. il arrive que je sois content de ne pas entendre ce qu'on dit. Oui. Ça, Oui. ça ne me gêne pas. Donc ça Oui. ne me gêne pas d'être dans un environnement où tous les gens parlent le chinois et je Oui. n'entends rien, même s'ils sont en train de me critiquer. Parce que si j'ai faim
je ferai des signes, je dis, voilà, j'ai faim. Oui, Et ils comprendront. Donc, je pourrais quand même, d'une manière ou d'une autre, trouver un langage. Mais c'est vrai, il est important de connaître la langue du milieu dans lequel on vit, c'est important, parce que les gens doivent vous parler et vous devez communiquer. Ce n'est pas bon de ne pas communiquer. Je crois que c'est très important de communiquer. Alors, le fait de se sentir à l'aise ou mal à l'aise dépend, oui, de votre propre personnalité, mais oui, également du milieu qui vous accueille ou ne vous accueille pas convenablement. Donc, c'est une donnée relative oui. en fonction des personnes et en fonction de l'environnement qui fait qu'on est à l'aise ou on n'est pas à l'aise. Mm. Pour ce qui est du russe, moi je suis à l'aise quand les gens parlent russe, même si je comprends à peine deux, trois petits mots. Et je sais que ces deux, trois petits mots viennent s'ajouter aux trois, quatre que je connaissais déjà, ainsi de suite. Oui, Mais je lis surtout dans les expressions, dans oui, le regard, dans la gestuelle. Tous oui, ces éléments contribuent à renforcer ma capacité de comprendre et de communiquer. d'accord. Oui, bah, vous savez, moi, je voudrais vous proposer, vous suggérer d'aller au nord de la Russie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez été au nord de la Russie? Tout ce qui est les régions de Mourmansk, le Taïmyr. Non? Non, Vous êtes jamais? j'ai été le plus au nord, je pense que c'était, enfin, je sais même pas si le nord, c'est-à-dire le Baïkal et tout ça là-bas. Bah, oui, mais Baïkal, c'est pas tout à fait le nord de la Russie, bah, c'est Je vais y l'est. penser. Je Oui. vais y penser. Je vais faire un effort pour y aller. Non, mais c'est quand vous dites j'ai besoin de passer 2 mois entouré des Oui, Russes. oui, En oui, fait, oui. vous êtes quelqu'un qui est très spirituellement riche, à mon avis. Et en fait, le nord de la Russie est connu comme un endroit très, très riche aussi de ce côté-là. Il y a des cultures minoritaires aussi, mais ça aussi, c'est toute une histoire avec la dominance du russe là-bas et avec les langues minoritaires qui sont en train de disparaître. Mais en fait, pour vraiment sentir, je ne sais pas ce que ça peut être, l'esprit peut-être russe, si ça peut exister, peut-être les régions du Nord sont les meilleures. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas beaucoup été, mais on a fait un voyage jusqu'à Mourmansk avec des amis. C'était vraiment quelque chose qu'on va jamais oublier. Mais franchement, moi, je voudrais y retourner et peut-être passer du temps avec les gens qui sont nés là-bas. Parce qu'il y a des tribus aussi, il y a des ethnies très, très intéressantes qui ont leur culture et qui ont leur savoir que nous, on n'a pas ici. Bon, dans la capitale, surtout parce que dans la capitale, il y a tout ce que vous voulez, mais très peu de Russes, Mhm. malheureusement. Et peut-être d'ailleurs, c'est ça qui vous dérange aussi un petit peu, parce que Moscou, c'est un pays, c'est la capitale, c'est grand, il y a beaucoup d'influence, et peut-être le russe, le vrai russe, l'authenticité, on l'a perdu quelque part. Voilà, C'est possible. C'est possible. oui. Bon, cher Joseph, alors je pense que bah, moi j'adore discuter avec vous. Je pourrais rester encore très très longtemps. J'ai encore une question dans ma tête. Si vous permettez, ça va être la dernière que je vais vous poser pour ne plus vous retenir parce qu'il se fait tard déjà un petit peu. Mhm. En fait, à votre avis, donc, vous dites que, et je suis absolument d'accord avec vous, que pour créer une société, pour la gouverner, pour la gérer, il faut qu'il y ait une langue ou, bon, deux langues maximum qui seraient des langues officielles. Alors, mais en même temps, comment on pourrait faire pour aider aux autres langues de survivre? Parce que parfois, bon, je ne sais pas ce qui se passe exactement en Afrique. Je crois que les langues locales, elles sont vraiment beaucoup parlées, donc elles disparaîtront pas, elles vont rester.
Mais bon, en ce qui concerne d'autres pays comme l'Amérique latine, par exemple, la Colombie, on a eu une présentation faite par un Colombien qui nous a dit que voilà, les langues locales, les langues des Indiens, elles sont en train de disparaître complètement. Et donc, du coup, les cultures très, très riches, très, très anciennes, partent avec. Voilà, parce que la langue, c'est un instrument qui nous permet d'accéder au savoir. Donc, quelles seraient les mesures, je ne sais pas, peut-être organiser des événements en langue locale, je ne sais pas, des rencontres ou je ne sais pas, est-ce que vous avez pensé à ça ou vous trouvez que la situation, elle n'est pas encore catastrophique et qu'il n'y a pas de mesures à prendre pour l'instant? Alors, premièrement, aujourd'hui, il n'y a plus de colonisation. Oui, Tous les pays de la planète sont indépendants. Et donc, chaque pays aujourd'hui a le loisir de choisir quelle est la langue qu'il peut considérer comme la langue officielle. Donc, chaque pays choisit librement sa langue officielle ou ses langues officielles. oui, Si à l'époque où l'imposition de la langue officielle a été faite par le colonisateur, aujourd'hui, chaque pays peut ou ne pas imposer à tout le monde de parler la même langue ou chaque pays peut choisir d'introduire 2, 3, 4, 5 selon l'environnement culturel ou la région auquel appartient ce pays là-bas. oui, Le premier stade de l'apprentissage, c'est celui de la famille, oui, bien. où l'enfant apprend la langue qu'il entend autour de lui. Mm, On peut réintroduire dans le cursus scolaire les langues locales. oui, Ça se fait déjà d'ailleurs. mm, Donc, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, on introduit dans le cursus scolaire les langues locales. oui, Mais aujourd'hui également, nous sommes dans un environnement mondialisé. oui, Aujourd'hui, voilà, nous pouvons communiquer à l'instant. La communication que nous faisons est une communication instantanée et pourtant vous êtes à des kilomètres de là où je me trouve. Aujourd'hui, dans un monde mondialisé, apparaît la nécessité également de pouvoir communiquer avec l'extérieur. oui, C'est ainsi que même dans le cursus scolaire ou académique, on introduit comme l'anglais, l'espagnol, le portugais, qui sont les langues notamment utilisées dans les organisations internationales, oui, donc qui vous permettent à quelque endroit de la planète où vous vous situez de pouvoir vous faire comprendre. Donc c'est un processus effectivement que beaucoup de pays ont amorcé, celui de réintroduire dans le cursus scolaire les langues locales pour que les éléments culturels de base ne disparaissent pas. Donc oui, ça devient à ce moment-là une politique gouvernementale. oui, Donc ça devient une politique de pouvoir, si vous voulez, réenraciner les gens à leur culture pour ne pas être des gens sans culture et des gens déracinés. mm, Ça se fait. d'accord. C'est déjà une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle et de très bonnes mesures à prendre. Parce que oui, moi j'ai eu une expérience qui est assez récente où je suis intervenue pour dire qu'il y a une interaction très favorable qui se passe en Russie entre les francophones qui parlent le français et les Russes qui apprennent le français, qui peuvent s'entraider. Et il y a eu une autre intervention qui disait le contraire. Bon, pas le contraire, mais parce que moi, j'ai essayé de faire comprendre qu'une langue et sa connaissance, c'est une valeur. Et puis, il y a eu une autre intervention où le français et l'espagnol et l'anglais
étaient présentées comme voilà, des langues qui ne devraient pas être aussi présentes dans les pays anciennes colonies. Voilà. C'est ça qui a provoqué en fait toute cette réflexion que j'ai jusqu'à maintenant et qui, en fait, j'ai commencé à voir les choses un peu sous un autre angle et j'essaie de comprendre le sentiment des gens qui ont fait cette intervention. Donc apparemment, c'est vu comme un problème, ça dérange de l'intérieur. Et si ça dérange, voilà, il faut faire quelque chose avec ça. Mais si vous dites que les mesures de sauvegarde des langues locales, des langues minoritaires sont prises, c'est vraiment très bien. Mais moi, bon, la dernière chose que je vais dire, c'est que grâce à la langue française, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens que j'adore, que j'admire. Et vous, c'est un très bon exemple parce que si ce n'était pas le français que j'avais appris, que j'ai commencé à enseigner et tout ça, voilà, j'en serais pas venue jusque-là et je remercie vraiment, je crois que c'est la langue qu'il faut remercier pour ça. Voilà. D'accord, Et vous, d'accord. personnellement, vous, c'était bon, aussi la langue en quelque sorte, mais surtout les affaires qui vous ont amené jusqu'à la Russie. Mhm. Et je voudrais vous souhaiter de progresser avec le russe, Merci. d'avoir le niveau que vous souhaitez avoir du russe, de lire et de pouvoir vous exprimer, pouvoir écrire des poèmes peut-être en russe. Ça, Mhm. j'aimerais bien lire un jour. Donc, Petit à voilà. petit, petit Oui, à petit. oui, oui, on va y venir. Bon, cher Joseph, cher maître, je vous remercie énormément. Je ne veux plus vous retenir. Je veux vous Mhm. souhaiter de passer une bonne nuit Merci. et j'espère qu'on pourra encore évoquer ce sujet, mais peut-être dans un autre contexte, en se voyant. Et voilà, si un jour vous allez venir à l'université, dans notre Mhm. salle Saint-Exupéry, ce sera vraiment un grand honneur. D'accord. Voilà. Tout le Donc, plaisir était pour moi. merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir, chers amis. Je vous Au souhaite revoir. de passer une bonne soirée et une bonne semaine aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.